on travaille beaucoup autour de la formation des professionnels. Alors, on a mis en place quelque chose qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on se rendait compte quand on faisait des formations sur une journée aux professionnels, c'était compliqué de les dégager, de les avoir tous, ce n'était pas simple. Donc, en fait, on fait maintenant, aujourd'hui, sur des thématiques spécifiques, des formations d'1 heure qu'on dispense aux professionnels. Généralement, c'est vers le matin, 11 heures. On groupe toute l'équipe, on fait des petites formations d'1 heure comme ça. C'est des petits formats flash qui permettent de faire une formation rapide sur des thématiques précises qui sont au centre de nos préoccupations. Et c'est comme ça qu'on avance au fur et à mesure. Donc, c'est comme ça qu'on forme nos professionnels et puis qu'on se réorganise et qu'on restructure un petit peu nos établissements. Il y a effectivement tout à réinventer dans cette nouvelle dynamique pour répondre à ces nouveaux besoins et on voit que ça se met en place avec parfois un décalage. Je pensais que les centres de formation et je pense qu'il faut réussir à travailler ensemble comme ça aussi. C'est d'où l'intérêt qu'on ait besoin de faire des formations internes pour pouvoir déjà avancer ensemble et parfois ça mobilise vraiment des compétences qui ne sont pas forcément connues et ça peut être déstabilisant. Mais en tout cas, c'est enrichissant et on avance ensemble comme ça. Voilà. En espérant qu'on n'a pas été trop long. Non, merci beaucoup, Madame Laurent, Monsieur Krantz. Je vais me permettre, si Monsieur Garken en est d'accord, de vous poser tout de suite quelques petites questions qui n'appellent pas forcément des grands développements par rapport aux interventions et qui permettra de garder peut-être une cohérence aussi par rapport à votre présentation. La question qui était posée donc, par rapport déjà au premier dispositif passerelle que vous avez présenté était de dire est-ce que c'est un dispositif qui est transitoire et temporaire et sur quelle durée? Alors oui, c'est un dispositif transitoire. Les personnes vont rester sur le dispositif maximum 2 ans. On a 2 ans pour les faire sortir de passerelle, pas plus. Donc, il y en a qui vont rester 3 semaines, 4 semaines parce que le projet est quasiment ficelé. Donc, il faut juste un dernier. Éventuellement, ils attendent un aménagement de domicile, des choses comme ça. Donc, ils viennent sur passerelle, on finalise le projet avec eux. Il y en a d'autres qui restent plus longtemps. Alors, ceux qui restent plus longtemps, c'est ceux qui attendent des places en établissement, parce qu'on en a quand même qui ne peuvent pas aller en habitat, donc ils attendent des places. Parfois, ils ont besoin de places sécurisées, proches de leur famille pour pas trop les perturber. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Donc ceux qui restent le plus, c'est ceux qui doivent partir en institution. Après, effectivement, on a une moyenne à peu près de 1 an sur le dispositif passerelle. Les personnes restent une année, quoi. On a depuis l'ouverture accueilli 82 résidents depuis 3 ans, pour vous donner une idée, quoi. Par rapport aux interventions de tout à l'heure que j'ai pu lire aussi, c'est que malgré ce mouvement domiciliaire là, inclusif, je pense qu'il faut, on le voit par cette expérience-là, qu'il ne faut pas négliger les places institutionnelles qui répondent aussi à un besoin, qui continuent à répondre à un besoin d'une plateforme de soins et d'accompagnement qui répond encore à des besoins des personnes. Et je pense que ça a encore toute sa place, mais il faut les deux. Voilà. Très Après, bien. la difficulté… Oui, je voulais rajouter la difficulté qu'on a sur le dispositif passerelle, c'est qu'on a un statut administratif MAS, donc maison d'accueil spécialisée, et parfois ça nous contraint parce que, par exemple, quand on a des projets, j'en ai un là qui est en stage, qui est salarié d'un ESAT pendant 6 mois, la MDPH administrativement nous a donné une orientation limitée dans le temps, mais comme normalement on ne doit pas travailler quand on est en masse, et du coup on a un frein administratif là, compliqué parce que notre dispositif rentrait administrativement dans ce champ-là, mais finalement, on est bloqué par rapport à certains projets derrière. Donc, il y a encore des choses à assouplir, je dirais, en termes administratifs, quoi. Alors, il y avait une autre question sur le dispositif La Garenne. Est-ce que c'était une réponse à appel à projet? Et est-ce que vous pourriez redire rapidement si les projets d'habitat inclusif que vous portez s'inscrivent effectivement dans la présentation du dispositif API, donc aide à la vie partagée, qui était présenté tout à l'heure par Madame Bloch et qui répond effectivement aux recommandations du rapport PIFTO? Alors, concernant l'appel à projet, non, c'est une initiative de l'association qui souhaitait répondre qui est dans un développement justement domiciliaire comme ça, et qui souhaitait répondre à ces besoins-là. Bon,
l'association, pas toutes les associations peuvent faire ça de leur propre initiative non plus. Hein. C'est une chance hein, aussi. Et c'est aussi, c'est pas qu'une histoire financière. Hein. C'est aussi, il y a des recherches de financement que je ne vais pas rentrer dans les détails qui sont multiples. Et puis, c'est aussi l'histoire de savoir-faire. C'est une histoire d'expertise. C'est tout un projet, un travail avec le CD54. C'est vraiment quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Et oui, c'est dans le cadre de l'habitat inclusif qui est, comme dans notre PowerPoint, vous verrez sur la première slide, c'est dans le cadre de l'article 129 de la loi Elan hein, qui définit partager tout ça. Quant aux habitats API décrits par le rapport Wolfram et Pifto, eux, ils ont initié un petit peu tout cela. Maintenant, on n'utilise plus la dénomination API. A été retenue la dénomination, j'ai du mal avec ce mot, habitat inclusif. Voilà. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, on parle d'habitat inclusif, mais effectivement, Pifto Wolfram, le rapport a initié tout cela. Il y a même encore plein de recommandations sur lesquelles ils vont encore avancer. Il y a encore beaucoup à faire sur leurs recommandations, en tout cas. Très bien. Mais écoutez, Madame Laurent, Monsieur Garken, merci beaucoup. Je vais vous demander de bien vouloir arrêter le partage d'écran si vous voulez bien. Et on va tout de suite donner la parole à Monsieur Garken, qui, je le rappelle, donc, est directeur de l'Arche à Strasbourg, puisqu'il va nous présenter donc, le projet qui est celui développé déjà depuis un petit moment. Monsieur Garken, c'est à vous. Oui, merci beaucoup, Madame Martinez. Alors, je vais partager mon écran. On va voir si ça marche. Je vais vous dire ça tout de suite. Ça a l'air sur la bonne voie. Et là, vous voyez ma présentation. Votre présentation, oui, tout à fait, c'est bon. Oui, deux personnes qui sont en train de chanter voilà. Pour se dire la vie, c'est plus marrant en chantant. En chantant, voilà, tout à fait. Très bien. Je vous laisse la parole. OK, merci beaucoup. Bon, bonjour à chacun et chacune. Merci pour votre invitation de pouvoir présenter le projet de l'Arche. Je me présente brièvement, je m'appelle Tobias Gerken. Donc, je suis allemand. Donc, ce que vous entendez, c'est un accent de l'Allemagne du Nord. Ce n'est pas un accent alsacien, même si j'habite en Alsace, à Strasbourg. Je suis le nouveau directeur de l'Arche à Strasbourg depuis janvier 2022. Donc, je ne vous présente pas en tant qu'expert, mais je présente en tant qu'apprenti, même si ça fait 15 ans que je travaille pour l'organisation de l'Arche. Alors, qu'est-ce que c'est l'Arche? J'avance avec l'autre slide. On fait partie d'une fédération internationale. Il y a 156 communautés de l'Arche dans le monde entier. On est peut-être la seule organisation dans le champ du handicap qui est aussi répandue. Donc, chez nous, on appelle ça les communautés. Ce sont effectivement des lieux de travail et de vie partagée. Tout d'abord, de vie partagée d'ailleurs, entre les personnes sans et avec handicap mental, parfois moteur et physique, surtout les personnes adultes, mais en fonction du pays où on est présent, on peut aussi accueillir des mineurs. Mais en France, c'est sûrement des adultes. Alors, on est aussi une fédération en France, donc on est organisé de façon décentralisée. Chaque communauté locale, chaque entité locale fait partie de la fédération nationale et internationale. Ici en France, c'est la Fédération de l'Arche en France qui regroupe les 36 communautés. On est une fédération qui est très dynamique, qui grandit. Tous les 2-3 ans, il y a une nouvelle communauté. D'ailleurs, il y a c'est l'Arche à Strasbourg qui a vu le jour en 2017 et la communauté la plus proche qui a vu le jour 2 ans avant, c'est l'Arche à Nancy. Donc, on a des voisins pas très loin. Donc, chaque communauté est constituée de plusieurs maisonnées, plusieurs maisons de petite taille et d'espace collectif. Il y a d'autres communautés qui sont plus grands, plus anciens, qui ont aussi un ESAT, un lieu de travail, ou bien un SAGE. Donc, l'Arche à Strasbourg, c'est grâce à notre vie dynamique associative avec 160 adhérents qui se sont mobilisés pendant très longtemps, pendant une bonne dizaine d'années,
pour finalement fonder la communauté de l'Arche à Strasbourg en 2017. On est implanté dans le nouveau quartier, écoquartier Danube, pas trop loin du centre-ville, et on est très bien accueillis dans cet nouvel endroit de vie partagée et de vie écologique aussi. Alors, les valeurs non négociables chez nous à l'Arche, bien sûr, chacun avec ou sans handicap est sujet de sa vie. Hein. Aujourd'hui, on a beaucoup entendu de l'importance de l'autodétermination. Ça, c'est pareil chez nous. Ça, c'est une valeur non négociable. Et en même temps, il y a aussi des relations mutuelles et amicales qui sont au cœur de l'accompagnement et de l'accomplissement des personnes. C'est-à-dire, à l'Arche, on essaye à réconcilier ou à réconcilier les aspirations individuelles avec la dimension collective, parce que nous tous, on est tous acteurs individuels et on est tous acteurs dans une dimension collective, avec les familles, dans une entreprise, une paroisse, une équipe de foot. Voilà, il y a toujours les deux dimensions individuelles et collectives. Et on essaie à donner un cadre où les deux peuvent avoir leur juste place. Donc voilà, les relations mutuelles, c'est vraiment la spécificité, si on peut dire ça comme ça, chez nous à l'Arche, c'est-à-dire on favorise l'amitié entre les salariés, les volontaires et les personnes accueillies qui ont un handicap. Nous, à Strasbourg, on a développé, on a bricolé, on a élaboré un modèle hybride, c'est-à-dire on est un habitat inclusif. Là, vous voyez les trois maisons dans les écoquartiers Danube, les bâtiments blancs et le bâtiment orange. Donc, à droite, ce sont les trois foyers, les trois maisons. Et donc, habitat inclusif avec les maisons et avec le dispositif de service d'aide à domicile. Dans chaque maison, cohabitent donc 6 personnes avec un handicap, 2 salariés, 2 volontaires service civique et 1 à 2 étudiants. Donc, c'est vraiment ça la formule de la colocation chez nous à Strasbourg. Ça veut dire le modèle de vie partagée. Voilà, c'est le service d'aide et d'accompagnement à domicile qui est intégré dans l'habitat partagé. Donc, les salariés et les volontaires qui habitent sur place, ils interviennent sur leur lieu de vie et de travail. Chaque personne a sa propre chambre. Je veux dire, les salariés, ils ont leur propre studio, leur propre appartement. Les personnes avec un handicap, ils ont leur propre chambre avec une salle de bain, avec une kitchenette. Il y a des espaces partagés, hein, la cuisine, le salon que vous voyez sur la photo. Et les personnes sont locataires. Voilà, ils payent un loyer ou une redevance, mais chacun est vraiment chez soi et est locataire de son studio ou de son appartement. Peut-être ça vous paraît un peu bizarre quand je dis les salariés habitent sur place. C'est notamment le statut lieu de vie permanent, lieu de vie PLV, qui permet ce dispositif que les salariés et les volontaires habitent sur le lieu de travail. En termes de financement, il est assuré par une PCH mise en commun par le département grâce à une forfait habitat inclusif qui se rajoute à la PCH et ensuite la redevance pour le logement, donc pour les personnes accueillies et aussi pour les étudiants et pour les services civiques. Donc voilà, le financement, voilà, comme dit, il est assuré par la PCH mise en commun via le département. Il se rajoute un forfait habitat inclusif de l'ARS. Il y a une redevance payée par les tuteurs, donc par les personnes avec un handicap pour le logement. Et aussi, il se rajoute une prestation
pour la vie commune, aussi payé par les tuteurs pour toutes les activités qui relèvent vraiment de la vie partagée, de la vie commune. Alors, la vie commune. Voilà, chacune participe à la vie commune. On peut imaginer ça comme une grande colocation du bonheur où chacun a vraiment ses tâches et ses responsabilités. Bien sûr, voilà, chacun donne un coup de main pour les tâches quotidiennes, préparer les repas, faire le ménage, faire la vaisselle. Voilà, chacun a son mot à dire pour le planning des menus pour la semaine suivante. On organise beaucoup de célébrations, beaucoup de fêtes d'anniversaire, des célébrations à l'Arche, au sein de l'Arche ou bien avec les quartiers. Donc là aussi, chacun est invité à contribuer avec un mime, un spectacle, avec des chants. On a un petit groupe de musique qui partage aussi ses dons. Nos salariés et nos personnes avec un handicap, bien sûr, ils peuvent à tout moment inviter des amis, des parents s'ils le souhaitent, d'autres visiteurs ponctuels. On organise pas mal des sorties en ville, sorties dans les Vosges. On part en vacances. Voilà, le mois d'août, c'est le mois où la communauté elle part en vacances avec plusieurs groupes. Et là aussi, il y a tout un processus de consultation pour savoir qu'est-ce que vous avez envie de faire, où est-ce que vous voulez partir, avec quelle formule, en petit groupe, en grand groupe. Et quelles sont vos idées pour vraiment pleinement profiter des vacances. Et si vous souhaitez de ne pas partir avec l'Arche en vacances, il y a d'autres organismes qui proposent également des vacances. Vous êtes toujours là? Oui, on vous entend, Ah oui, monsieur. pardon. Oui, ok, Pas de très bien. Parce problème. que j'ai entendu un bruit comme quoi ça Non, pas de débranche de souci, nous. vous Alors, pouvez ça va. poursuivre. Il y a des soirées à thème. Une fois par mois, tous les membres se retrouvent pour discuter d'un sujet, d'un thème. Par exemple, là, on va consulter la communauté sur la question comment est-ce que vous souhaitez célébrer les 5 ans de l'Arche à Strasbourg. Voilà, on a beaucoup de processus de consultation et de participation pour que chacun puisse, selon ses capacités, vraiment s'exprimer sur ce qu'il souhaite faire dans le cadre de la vie communautaire. Donc voilà, le SAD, il intervient dans le service apporté à la personne, donc devenir acteur de sa vie, devenir de plus en plus acteur de sa propre vie. Les personnes qui sont chez nous, ben, ils sont vraiment chez eux. Et voilà. Donc voilà, vraiment en fonction des projets personnalisés qu'on élabore ensemble avec les personnes accueillies, avec les tuteurs, bien évidemment avec l'équipe sur place. Voilà, quelles sont les activités qu'ils souhaitent poursuivre et développer. Là, vous voyez quelques exemples très concrets pour agrandir l'autonomie et la capacité de chacun selon ce qu'il souhaite développer. Et bien sûr qu'une partie de ces activités va se faire au sein de l'Arche et d'autres activités vont se faire en dehors de l'Arche avec d'autres organisations, avec d'autres partenaires. Là, voilà, sur le slide suivant, vous voyez voilà, quelles sont les belles activités que certaines personnes souhaitent poursuivre. Voilà, chanter une fois par semaine. Bon, on peut faire ça en interne à l'Arche, mais aussi dans une chorale à l'extérieur, hors de temps de Covid, bien sûr. Ou pareil pour l'autre exemple de participer à la confection de viennoiseries avec les boulangers du quartier. C'était vraiment une activité très sympa pour un jeune homme qui a la trisomie 21 et qui a pris beaucoup de plaisir, mais dès qu'il y avait le premier confinement, on a dû arrêter. Voilà, vous voyez d'autres exemples des activités en lien avec d'autres organismes ou associations dans la ville à Strasbourg.
Et bien sûr, ceux qui ne souhaitent pas faire tir à l'arc ou jouer au foot, mais qui souhaitent aller voir un film au cinéma et dîner avec des copains, c'est également possible, chacun selon son goût et ses préférences. Alors, pour nous, c'est vraiment important qu'en tant qu'habitat partagé, on fait partie de la vie du quartier. C'est un nouveau quartier, un quartier écologique, voilà, qui favorise vraiment les actions partagées. Et on travaille pas mal avec l'association du quartier qui s'appelle Eden. Il y a une personne accueillie qui participe à la permanence de compost. Voilà, chacun son engagement. Il y a une autre personne en binôme, personne avec un handicap et son handicap, qui participe aux réunions mensuelles de cette même association. Normalement, les gens, ils ont toujours envie de donner un coup de main dans le jardin partagé qui est à 1 minute à pied de la maison, ou donner un coup de main avec le poulailler. Donc voilà, c'est vraiment une nouvelle vie qui émerge et qui reste à élaborer, à travailler ensemble avec les acteurs, avec les citoyens du quartier. Au-delà du quartier, voilà, l'Arche favorise également c'est ce qu'on appelle les projets hors les murs. Voilà, ce qu'on vit à l'Arche et avec notre savoir-faire et savoir-être, et c'est ce qu'on vit, on souhaite le partager avec la société pour rendre la société plus inclusive. Donc, ça veut dire on donne des témoignages dans des écoles, on organise des après-midi conviviales chez nous dans notre quartier. On a participé à la nuit du handicap. On va de nouveau accueillir des entreprises dans le cadre de leur jour de solidarité. Voilà, on essaie vraiment de créer des nouveaux partenariats et aussi avec les paroisses, voilà, pour ceux qui souhaitent vivre une vie une vie spirituelle dans la paroisse, quelle que soit la dénomination, bien sûr. Ça aussi, on favorise cet aspect-là aussi. On a ouvert, il y a 5 mois environ, on a ouvert notre espace rencontre qui est au cœur du quartier, écoquartier Danube. Cet espace, ça s'appelle les Potirons, des potes terriblement sympas. C'est un espace pour se rencontrer, pour papoter, pour créer ensemble. Il est animé en partie par les personnes avec un handicap et en partie par des bénévoles, des bénévoles engagés de notre association. C'est nouveau. C'est vrai que la période de Covid n'est pas très favorable à l'initiation de nouveaux espaces de rencontre, mais on fait ce qu'on peut. Et la première mission, c'est vraiment de faire connaître cet espace rencontre pour être de plus en plus en lien avec les citoyens du quartier. Voilà, si vous êtes de passage à Strasbourg prochainement, voici le programme pour le mois de février. Voilà, il y a quelques belles activités qu'on propose. Et vraiment, c'est un espace qui est ouvert à tout public. Très bien. Oui, je vous laisse terminer sur le GEM puisqu'il nous reste 7 minutes et puis on aura 2 ou 3 questions à vous poser. D'accord, ça marche. Ouais. C'est pareil pour le GEM. Ça a aussi vu les jours il y a 4 mois. Donc, notre groupe d'entraide mutuelle qui est nouveau et c'est le premier. Non, il y a déjà un GEM organisé par l'Arche à Nancy et nous, on est le deuxième GEM organisé par l'Arche. Voilà, là aussi, il faut faire connaître ce dispositif. Et ça, c'est notre mission principale, voilà, de faire venir des futurs adhérents et pour qu'eux, ils trouvent leur place et pour qu'eux, ils peuvent également exprimer ce qu'ils souhaitent faire dans le cadre de ces activités-là. On a 3 adhérents pour l'instant, donc ça commence au fur et à mesure, mais c'est super de voir cette nouvelle approche où les personnes avec un handicap sont vraiment acteurs principaux
ce qu'ils souhaitent faire dans le cadre du GEM.